Alors, après la première année de leur rencontre, plus de 900 lettres de Miller sont adressées à Anaïs. Donc c'est un flot continu qui l'envahit et auquel elle a peine à répondre, tant les lettres de Miller sont denses, très développées. Alors Anaïs Nin avoue parfois à son journal son envie de se reposer, d'être en paix, de choisir un nid, un seul amour pour s'y réfugier, de faire un choix définitif entre ses amants, puisque non seulement elle était mariée, elle avait pour amant Henry Miller, mais également un psychanalyste, Allende, de se sentir finalement une, mais dans le même temps, elle avoue son incapacité à se limiter à un seul être. Anaïs Nin avoue qu'elle ne parvient pas à assurer une continuité amoureuse auprès d'un seul homme, ce qui la distingue d'une image assez classique de la femme, Vénus rentrée dans ses pénates tout entière à son homme attaché. A fait éclater le schéma du couple traditionnel sans cependant adopter la posture de l'érotisme masculin qui se présente souvent sous la forme de plusieurs amours sans lendemain, sous la forme de la satisfaction du désir sexuel mais sans poursuite, le goût de l'autre sexe plus que l'amour d'une personne. Alors, dans le journal, dans une lettre, enfin plutôt dans son journal du 30 octobre 1932, Anaïs Nin donne à voir ce que l'essayiste Alberoni, que j'ai cité tout à l'heure, a isolé comme une spécificité masculine, à savoir la faculté à compartimenter. Elle écrit en effet « Il est absolument vrai que je ne pense jamais à Hugo lorsque je suis avec Henri ou avec Allende. Pas plus que je ne pense à Henri quand je suis avec Allende. Sur le moment, il se produit une sorte de scission, une unité temporaire qui empêche toute hésitation ou paralysie. Ce n'est qu'ensuite que la confusion apparaît, et avec elle, le conflit. Je ne me sens pas coupable de coucher avec Henri dans le lit de Hugo, pas plus que je ne me trouverai coupable de coucher avec Allende sur ce même lit. Je n'ai pas de moralité. » Alors, l'érotisme de Anaïs Nin n'est pas fondé sur un sentiment de transgression dans lequel elle puiserait éventuellement à une sorte de plaisir. Il est foncièrement amoral, et la conscience est sauve tant que le secret est soigneusement préservé. Elle ajoute « Aucune moralité, tant que le mal que je peux faire ne se manifeste pas, ma morale existe seulement lorsque je suis confrontée à la peine de quelqu'un. » C'est dans le journal du 30 octobre 1932. Alors maintenant, j'aimerais passer à une autre référence de l'érotisme littéraire féminin, cette fois postérieure, puisqu'il s'agit d'Emmanuel, que j'ai évoqué brièvement tout à l'heure. Donc Emmanuel qui incarne ce qu'on peut appeler l'humanisme érotique. Alors Emmanuel Arsan est en réalité, a pour identité réelle Maraya Andrian, donc c'était bien un écrivain femme, une écrivaine, mariée à un haut diplomate français. Alors, chez Emmanuel Arsan, l'érotisme est élevé au rang d'un art d'aimer, plus que d'un art de la pure jouissance. Le duo amoureux chez Arsan n'est pas incompatible avec les amours parallèles. Au contraire, dans Emmanuel, on voit que le mari est le premier bénéficiaire des ressources érotiques d'Emmanuel. Celle-ci a choisi donc un mari qu'elle se représente vraiment comme le mari idéal, qui accepte toutes ses aventures et l'encourage à développer tout son potentiel érotique du moment qu'il en profite par ailleurs. Alors le récit Emmanuel est composé de 2 volumes, La leçon d'homme et L'antivierge. Alors ce récit raconte les aventures sexuelles d'une jeune femme de 19 ans qui part rejoindre son mari diplomate à Bangkok où il est en poste. Donc elle part en avion depuis Londres jusqu'à la Thaïlande. Alors elle est d'abord séduite par son compagnon de cabine, puis par un inconnu dans un avion futuriste appelé la Licorne Blanche. Alors une fois à Bangkok, elle rejoint donc la société des expatriés français et une initiation progressive la conduit à développer toutes ses facultés, à vivre pleinement une sexualité qui est bisexuelle. En effet, de multiples partenaires, hommes et femmes, apparaissent dans ce récit. Alors, lorsque Eric Losfeld, donc son éditeur, rencontre l'écrivaine en 1959, il vient en fait d'éditer la première version clandestine du récit. Maraya Andrian lui avait envoyé donc son manuscrit par la poste depuis la Thaïlande. L'éditeur est d'emblée séduit par le livre et le publie donc à 57 000 exemplaires, ce qui est beaucoup, avant même de rencontrer l'auteur.
Alors, selon les mémoires de l'éditeur, après la parution clandestine, une ravissante eurasienne était venue à Paris, accompagnée de son époux, un haut diplomate français, et lui avait annoncé qu'elle était l'auteur du mystérieux manuscrit envoyé depuis la Thaïlande. Alors, l'auteur d'Emmanuel passe par deux phases, le pur anonymat en 1959, puis le pseudonymat Emmanuel Arsan en 1967. Alors, comme dans le cas de Pauline Réage, c'est-à-dire Dominique Horry, il s'agit d'éviter donc la censure et surtout des conséquences fâcheuses pour l'entourage, puisque le mari est diplomate, donc il s'agit de ne pas entacher sa réputation. Alors, au fil des années, les raisons de cacher le nom véritable n'ont plus lieu d'être, mais Emmanuel Arsan reste hostile au dévoilement total de son identité. Selon elle, la révélation de son identité réelle pourrait compromettre la portée de son œuvre. Alors, c'est cette résistance au dévoilement total qui explique aussi que certains critiques pensèrent que le récit avait été écrit par un homme, ou bien que l'auteur femme n'existait pas, ou que c'était le fruit d'un auteur masculin qui se faisait passer pour une femme. Alors, dans le même temps, c'est pas tout à fait le même cas de figure que Pauline Réage. Et Emmanuel Arsan n'est pas une femme que l'on peut appeler discrète, effacée, comme aimait à se définir Dominique Horry. Elle fut dans les années 60 modèle, comédienne, alors tantôt sous le nom fictif d'Emmanuel Arsan et tantôt sous son nom authentique, Maria Rollet-Andrian. Alors cependant, en tant qu'auteur, elle ne révéla jamais son identité réelle comme l'auteur d'Emmanuel. Elle prit soin en fait de distinguer son activité d'écrivaine d'activités jugées plus frivoles, plus glamour. Alors, on voit que dans les premières références de l'érotisme littéraire féminin, les écrivaines veulent séparer leur domaine de vie afin d'éviter les malentendus, les erreurs d'interprétation et la focalisation sur la personne de l'auteur au détriment de l'œuvre. Chez Réage et Arsan, on est en fait loin d'un autre phénomène de l'époque, qui est le phénomène Sagan, où dès l'apparition de Bonjour Tristesse, également en 1954, les médias les critiques se penchèrent sur la figure de l'écrivaine, en firent le symbole d'une jeunesse désenchantée, et ce parfois au détriment de l'analyse de l'œuvre, de l'analyse en tout cas de Bonjour Tristesse. On est loin aussi d'un cas contemporain, par exemple Catherine Millet, dont la vie sexuelle de Catherine M est signée donc de son propre nom, et on voit que dans le titre, le nom, même s'il n'est pas développé dans sa totalité, il est en partie redoublé. Alors à sa parution, Emmanuel est reconnu d'emblée comme l'un des plus grands livres érotiques du siècle. Les critiques se révèlent très enthousiastes. En fait, Emmanuel apporte un vent de fraîcheur dans un paysage dominé par l'érotisme noir. Alors c'est Mandiart, André-Pierre de Mandiart, qui est par ailleurs aussi l'auteur de romans érotiques, qui parle le mieux du récit de Arsan dans la Nouvelle Revue Française. Il écrit « Sa conception de l'érotisme est optimiste, radieuse, rayonnante, à l'image d'un édifice affirmant la gloire de l'homme dégagé de la glèbe et des servitudes anciennes. » Donc on voit que l'heure est à une vision beaucoup plus heureuse, une vision beaucoup plus solaire de l'érotisme. Les passions mortifères doivent laisser place à des passions beaucoup plus positives. Alors, dans le premier volume d'Emmanuel, la rencontre à Bangkok avec un personnage prénommé Mario marque le passage d'une vie érotique totalement spontanée à une science érotique. Mario veut apprendre à Emmanuel à dépasser le simple stade de la jouissance sexuelle pour faire de l'érotisme un art de vivre au quotidien. Alors, au contraire de Georges Bataille, Mario ne fait pas de l'érotisme le problème des problèmes, mais une voie d'accès au bonheur humain. C'est selon lui à partir d'une vie érotique intense, éclairée par la raison et l'intelligence, qu'il est possible d'appréhender la totalité de la vie humaine. Alors Emmanuel réunit un certain nombre de conditions. Elle apparaît en effet jeune, belle, sensuelle, libre, et elle est appelée donc à mettre en pratique les lois érotiques énoncées par Mario. Donc je rappelle l'insolite, la symétrie et la multiplicité, c'est-à-dire ce que Mario appelle le nombre. Alors Mario énonce également la grande loi d'Eros, qui est résumée ainsi dans la leçon d'homme.
Tout temps passé à autre chose qu'à l'art de jouir, entre des bras toujours plus nombreux, est un temps perdu. Alors, Emmanuel Arsan inaugure une dynamique érotique optimiste, décomplexée. Mario oppose en fait les passions d'illusion, les passions mortifères, et là, cela rappelle Histoire d'eau. Donc, il définit les passions mortifères comme la volonté de puissance ou de servitude, la volupté de faire souffrir et de faire mourir, la fascination, le désir et l'amour de la souffrance et de la mort, et l'appétit d'éternité. Il oppose à ces passions mortifères les passions de lucidité, qui mobilisent toutes les ressources, selon lui, l'intelligence humaine, de la volonté au courage, de l'imagination à la raison. Alors, en raison de cette divergence entre passion mortifère et passion de lucidité, passion d'illusion, passion de lucidité, on pourrait penser que Emmanuel Arsan ait dénoncé avec virulence l'érotisme noir d'Histoire d'eau. En fait, non, Histoire d'eau apparaît vraiment comme un événement fondateur qui a aidé à décomplexer la parole féminine en matière d'érotisme. Selon Arsan, le lecteur n'est ni devenu sadique avec Sir Stephen, enfin je rappelle que Sir Stephen est l'un des amants d'Eau dans Histoire d'eau, le lecteur n'est ni devenu sadique avec Sir Stephen, ni masochiste avec Eau. Emmanuel Arsan écrit « Nous ne sommes pas, par dévotion et imagerie, devenus maniaques du fouet. Ni plus ni moins qu'auparavant, nous n'avons laissé nos amants nous charger de chaînes et nous livrer à des inconnus par recherche amoureuse. » Selon Arsan, Histoire d'eau a suscité une influence dynamique, évolutive, une progression intellectuelle et morale. Je la cite. Arsan déclare s'en être inspiré pour oser en fait écrire Emmanuel. Sans l'Histoire d'eau, peut-être Emmanuel n'aurait-elle jamais vu le jour. Elle a achevé de me convaincre que ce n'est pas être nu que de se cacher pour être nu, en donnant l'exemple d'une indépendance d'esprit qui n'était pas une pose. En fait, dans les deux romans, dans les deux récits, plutôt, il s'agit de supprimer la honte, de ne plus avoir peur d'aimer, quelle que soit la voie d'accès. Alors, publié donc en 1959, Emmanuel apparaît en avance sur son époque. L'érotisme est conçu comme un instrument au service d'une double libération mentale et physique, mais aussi conçu comme un art de vivre et d'aimer, considéré comme progressiste ou humaniste. Alors, la publication clandestine semble annoncer un processus de libération sexuelle, tandis que la publication officielle en 1967 semble accompagner l'explosion libertaire de la fin des années 60. Alors, il faut néanmoins ne pas assimiler le bonheur érotique tel qu'il est théorisé dans le roman Emmanuel aux conceptions de Herbert Marcuse, par exemple, ou de William Reich. Comme vous le savez, ce sont sans doute des théoriciens de la libération sexuelle. Le bonheur érotique, promu par Emmanuel Arsan, n'est ni réductible à un phénomène physique, c'est-à-dire l'orgasme, tel que William Reich a pu le définir, ni applicable à la société entière, à la foule anonyme. En effet, Arsan ne s'adresse pas en fait à tout le monde, elle s'adresse quand même à une société élitiste, enfin une classe élitiste. Elle définit en effet la foule comme une multitude lâche, conformiste et censurante. Alors, le véritable bonheur, selon Arsan, est un état d'esprit, une dépense réfléchie, une conquête individuelle qui ne suit ni les modes ni les vieux schémas, mais puise du nouveau au fond de l'inconnu. Il n'est pas un simple récit érotique destiné à émouvoir les sens, il met en scène en fait une théorie en pleine gestation, appelée à se développer dans les essais ultérieurs d'Emmanuel Arsan. Donc l'érotisme est le cheval de bataille de Arsan. Elle a écrit de nombreux articles qui ont été réunis dans un essai, l'hypothèse d'Eros, publié en 1974. Elle s'est engagée dans un certain nombre de débats de son époque, à la préposition notamment sur la pilule, l'avortement, le modèle matrimonial, le divorce, le naturisme. Alors, néanmoins, entre l'idéal que défend Emmanuel Arsan, entre son utopie et la réalité contemporaine dans laquelle elle s'inscrit, il existe de nombreux obstacles que l'auteur ne cherche pas à franchir. Elle ne cherche pas à agir sur les lois comme certains mouvements féministes de l'époque. Selon elle, il s'agit d'aider les individus à gagner en lucidité, je cite, à ouvrir les yeux. Elle incarne un certain militantisme érotique qui ne se place ni sur le terrain utopique de Fourier, ni sur celui de Marcuse.
Elle se démarque également du militantisme sexuel des féministes, même si la revendication d'égalité et de libération des sexes est formulée, selon elle, à bon droit. D'ailleurs, elle n'hésite pas à adresser en 1968 une lettre ouverte au pape Paul VI sur la pilule. On imagine quelle réponse ça pourrait donner d'ailleurs au pape actuel. Alors, dans les années 50, dans des récits qui ne sont pas érotiques mais écrits par des femmes, l'idéal de la femme libre se concrétise surtout sur les traits de la femme tiraillée par des aspirations contradictoires, ou bien encore, comme dans Bonjour Tristesse, sur les traits d'une jeune fille libre, mais lucide, mais un peu désabusée. Emmanuelle, le personnage donc d'Emmanuelle, apparaît comme une héroïne véritablement libre et heureuse dans ses pratiques